L'Arabie heureuse désignait pour les Romains et les Grecs le sud de l'Arabie, le Yémen actuel. C'était une terre de mystère et de richesse. Aujourd'hui, entre les extrêmes de bonheur que propose au sud le Yémen, au nord les Émirats ou encore à l'est l'Arabie saoudite, il est un pays qui mérite ce titre plus que les autres, le sultanat d'Oman. C'est une terre de contrastes, de traditions et de modernité non tapageuse, entre mer, montagne et désert que nous vous proposons de parcourir. Visiter les chantiers navals de la ville de Sour, un peu au sud de la capitale Mascate, c'est entrer de plein pied dans le monde de Simba le marin, qui serait né au Xe siècle à Sohar, petite ville côtière d'Oman. Ici, on construit toujours à la main et sans plan les doves ou boutres arabes, encore utilisées par les navigateurs actuels. 200 ans avant Jésus-Christ, ces navires transportaient déjà dans l'ensemble du monde connu le précieux encens récolté dans le Dhofar, province du sud d'Oman. Ils faisaient de la région le pays le plus riche du monde, selon Pline l'Ancien. L'encens et gouttes de résine séchée proviennent d'un arbre du désert, le Boswellia sacra. Disposée sur une braise, elle parfume et purifie encore les maisons et les venelles des souks. Son commerce ainsi que celui du cuivre existait 3000 ans avant Jésus-Christ et empruntait des routes caravanières à travers déserts et montagnes vers la Mésopotamie et la vallée de l'Indus. Le long de ces pistes, sur des crêtes montagneuses, se dressent toujours d'antiques tombes en forme de ruches. Bâties en pierre sèche entre 2000 et 3000 ans avant notre ère, elles abritaient un nombre variable de défunts, de quelques-uns à plus de 200. Le site immense est inscrit au patrimoine de l'humanité et constitue l'un des ensembles les plus complets et les mieux conservés de colonies et de nécropoles de cette époque dans le monde. Ce pays de 4,5 millions d'habitants fascine tant par ses paysages minéraux, montagnes et déserts d'une austère beauté, que par son histoire incroyablement riche qui débuta avec l'Homo sapiens il y a 100 000 ans. Aujourd'hui, le sultanat d'Oman compte encore près d'1 millier de châteaux, de tours de guet, de forteresses, témoignage de son importance stratégique à l'embouchure du golfe Persique. À cela s'ajoutent de romantiques villages en adobe. C'est dans le nord montagneux que se dressent les plus beaux vestiges. Notre itinéraire nous fera passer par Nakal, Rustak, Ibri et Nizwa. Nous en profiterons pour explorer les plus belles montagnes et les trésors qu'elles peuvent offrir. Nous débutons donc notre périple par le fort de Nakal. Il fut édifié au pied des monts Hadjar afin de protéger les plantations de palmiers
arrosée par une eau abondante. Construit sur des bases pré-islamiques, ses tours et ses portes datent du début du XIXe. L'intérieur possède de nombreuses pièces meublées et bien sûr le fameux grenier à dattes. Le poids des sacs entassés pressait les fruits et un dispositif recueillait le sirop ainsi obtenu. Celui-ci servait à la cuisine, mais aussi pouvait être versé bouillant sur d'éventuels assaillants. Dans la Palmeraie, une source d'eau chaude jaillit des parois du wadi et fait la joie des habitants nombreux le week-end à venir se détendre ici. Délaissant un moment la route qui contourne la montagne, nous allons tenter une incursion dans une profonde vallée où coule un wadi, aussi appelé oued dans d'autres régions. C'est le wadi Bani Karus, rendu accessible par une route depuis peu. Ces formations géologiques sont spectaculaires. Au fond, grâce à des sources canalisées par des phallages, nous découvrirons un véritable jardin d'Éden. Les wadis constituent un attrait majeur de la région. Certains, comme celui-ci ou le wadi Tiwi sur la côte, s'apparentent à une étroite vallée qui s'enfonce dans la montagne, recueillant l'eau des sommets pour alimenter les villages et les cultures blotties en son sein. On pourrait les qualifier d'oasis de montagne. Enfin, certains wadis particulièrement bien situés bénéficient d'aménagements qui offrent aux habitants et aux touristes des havres de fraîcheur très fréquentés, surtout les fins de semaine. Par contre, si de rares jeunes hommes se risquent à la baignade, aucune femme omanaise ne le fera. Reprenons la route. Voici Rustak. Son fort, le plus haut d'Oman, est entouré de remparts qui comprenaient autrefois pas moins de 12 tours. Les premiers édifices de l'ensemble furent construits en 1250 à partir de ruines perses. Le fort fut ensuite agrandi au fur et à mesure des années pour être remanié en 1650.
Continuons notre itinéraire vers Ibri. La route traverse les paysages minéraux du mont Adjar. Ces formations géologiques extraordinaires offrent à notre vue le témoignage des premiers temps de la Terre. Nous longeons maintenant par le sud le Djebel Cham. Il est temps de nous enfoncer dans ce massif montagneux qui culmine à plus de 3000 mètres. Sur la route, la visite de 3 villages plus ou moins en ruine nous fait réaliser que ce pays vivait encore au Moyen-Âge il y a 50 ans. À cette époque, le sultanat possédait seulement 10 km de route goudronnée, 2 écoles primaires et 2 hôpitaux. En 1970, aidé secrètement par les Anglais, le sultan Qaboos renversa son père et prit le pouvoir. Depuis, le pays a rattrapé son retard sur ses voisins, mais tout en respectant un équilibre précieux entre tradition et modernité. Ici, pas de ville aux édifices démesurés, au luxe tapageur. Par contre, le moindre village est relié au réseau électrique, des hôpitaux soignent gratuitement jusque dans les contrées les plus reculées, l'enseignement universitaire est efficace et le réseau routier ne cesse de s'étendre. Cette richesse nouvelle qui fait pousser un peu partout de somptueuses demeures a vidé les villages d'adobe qui tombent en ruine. Ces nouvelles habitations ont en commun un haut mur de protection et une tour crénelée qui ne sont pas sans rappeler l'effort. Cette tour pourtant a une fonction bien précise, elle abrite la réserve d'eau. En effet, l'eau courante n'existe pas en dehors des villes. Ces maisons sont donc ravitaillées par camions-citernes. Le pays aura connu des successions de périodes d'extrême richesse suivies de récessions tragiques. L'encens en avait fait le pays le plus riche du monde antique. Puis, avec l'effondrement des anciennes routes commerciales au IXe siècle, l'Arabie s'appauvrit. Mais le passage de Marco Polo marqua le renouveau de l'intérêt des marchands occidentaux pour ces routes des épices, ce qui conduira à l'occupation des côtes par les Portugais en 1507. La lutte pour chasser cet occupant réunifia les tribus qui, jusqu'alors, s'entre-déchiraient. À partir de 1650, devenu un pays stable, Oman connut un épanouissement culturel et économique considérable en étendant son influence jusqu'en Asie et en Afrique, grâce notamment à l'industrie de la perle. Nombre de ses plus grands forts datent de cette époque florissante et s'inspirent de l'architecture portugaise. En 1930, l'industrie perlière s'effondra et tandis que ses voisins commençaient à bâtir leur richesse sur la manne pétrolière, Oman se coupa du monde moderne et sombra à nouveau dans la pauvreté et le conservatisme extrême. Depuis la prise du pouvoir par le sultan actuel, la prospérité est à nouveau au rendez-vous. Pétrole, gaz et tourisme en pleine expansion, grâce notamment à une politique plus tolérante que certains de ses voisins. Et un des atouts de ce tourisme se trouve au bout de cette piste qui grimpe sur le plateau du Djebel Cham. Celui-ci tire sa renommée des gorges vertigineuses du Wadi Ghout qui le bordent.
Après une nuit dans un campement très confortable, nous allons nous aventurer sur une sente accrochée au-dessus du vide. Le fond du canyon est à plus de 1000 mètres sous nos pas. En 2 heures de marche, nous arrivons à un ancien village semi-troglodyte suspendu entre ciel et terre. Des restes de culture en terrasse attestent de la présence d'une source aujourd'hui tarie. Si le Djebel Cham est quasi inhabité, il n'en va pas de même pour le Djebel Al-Akhdar. Et même si un 4x4 est obligatoire vu le dénivelé de la route toute neuve, plusieurs villes se sont établies à 2000 mètres sur le plateau de Seg. C'est un monde verdoyant, véritable dédale de wadis et de terrasses, où l'air frais de la montagne et les précipitations plus importantes favorisent la culture et les vergers. Au pied du Djebel, nous découvrons, par hasard, une magnifique oasis protégée par 2 villages fortifiés et un ensemble de tours de guet. Enfin, nous voici à Nizwa, celle que l'on surnomme la perle de l'islam. Elle se situe au centre de la région la plus touristique du sultanat. Ses 2 atouts majeurs, un fort du XVIIe et son souk avec le marché aux chèvres du vendredi.
Tous les vendredis, à l'aube, des centaines de pick-up déchargent leur lot de chèvres au souk, situé à l'entrée de Nizoua. Pour le moment, vendeurs et acheteurs déambulent nonchalamment, semblant se désintéresser de la situation. Soudain, au lever du soleil, un cri retentit. C'est le signal du début du marché. Aussitôt, les protagonistes se répartissent en deux groupes. Les acheteurs potentiels, qui forment un double cercle, et les vendeurs, qui se mettent à tourner au centre, entraînant leurs marchandises tout en vantant sa qualité. Lorsqu'un acheteur veut attirer l'attention d'un vendeur, il lui lance un gravillon. Les négociations et les échanges sont courts. À quelques kilomètres de Nizoua, un autre fort, celui de Bala, est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Construit au XIIIe siècle en briques de terre crue, il a failli disparaître avant d'être magnifiquement restauré. C'est une véritable ville que nous découvrons derrière ses hauts remparts. Et pour en finir avec les forts, celui de Djabrin, à une portée de flèche du précédent, entouré de palmiers, vaut le détour pour sa cour intérieure et ses pièces meublées. Al-Mintirbi marque la fin de la route et le début de la piste. Ici commence le désert de Wahiba. Nous trouvons, ou plutôt un chauffeur nous trouve et nous propose notre première expérience du désert en 4x4. De nombreux Bédouins vivent encore dans le désert, qui couvre 70% du territoire, y pratiquant deux activités lucratives. L'accueil des touristes dans des camps souvent luxueux et donc chers, et l'élevage de dromadaires destinés aux écuries de course des riches saoudiens. Un futur champion peut se négocier un demi-million d'euros. Les non sélectionnés serviront au transport de marchandises ou de touristes. Quant aux plus malchanceux, ils finiront à la boucherie. Ce désert s'étend sur 1 millier de kilomètres vers le sud jusqu'à la frontière du Yémen et longe la mer d'Arabie.
Reprenant notre véhicule, nous allons rouler vers le sud sur un peu plus de 200 km à travers un paysage désertique pour rejoindre la côte à Shana'a au niveau d'un marais salant. Puis, nous remonterons le long de la mer jusqu'à Mascate par la route des dunes. Véritable prouesse technique à travers les sables auburn des Shakya Sand. Parfois un campement ou une petite ville rompent la monotonie du voyage. Ce paysage côtier est le troisième paysage du sultanat. La mer a joué et joue encore un rôle important dans la vie des Omanais et de leur économie. Les plages sont considérées comme des zones de travail pour la pêche ou de loisirs, avec des aménagements très ludiques de pergolas à la disposition du premier arrivé. Par contre, la baignade n'est pas encore intégrée dans les mœurs. Ras Al Jins, à la pointe occidentale de la péninsule, est un important centre de nidification des tortues vertes. Oman a un rôle essentiel à jouer dans la protection de l'espèce en voie de disparition. Le pays prend très au sérieux cette responsabilité. Sites protégés, sanctions sévères en cas de dommages causés aux tortues, création d'une réserve avec un centre d'information, limitation des visiteurs obligatoirement encadrés par des guides. Malgré tout, l'affluence de touristes en période de reproduction pourrait poser problème. Mascate, enfin. Nichée sur une langue de terre entre l'océan et une chaîne montagneuse, c'est une capitale à l'échelle humaine. Au IIe siècle, Ptolémée décrivait déjà Mascate comme un port abrité. Cernée de montagnes, la ville était inaccessible par voie terrestre. Cette position suscita la convoitise des Portugais qui conquirent la ville en 1507 et érigèrent ses murs d'enceintes percés de portes et gardés par des forts et des tours de guet. Reprise en 1650 par les Omanais, elle devint, jusqu'au début du XXe, l'épicentre d'un empire marin qui allait des côtes africaines jusqu'à l'Inde. C'est dans son souk, qui s'anime à la tombée de la nuit, que l'on peut le mieux sentir le pouls du pays et tenter d'appréhender son mode de vie.
Enfin, dans le centre moderne, il est un lieu incontournable, la mosquée Qaboos. Dans chaque grande ville, le sultan a fait construire de somptueuses mosquées qui portent son nom. Toutes celles-ci sont accessibles aux non-musulmans en dehors des heures de prière. Oman est le seul pays de cette région à pratiquer l'islam ibadite, qui propose une vie simple, encore très proche des modes de vie traditionnels. Les ibadites sont surnommés les démocrates de l'islam et tiennent à se distinguer de l'islam radical, notamment par leur pluralisme ethnique et religieux. Pour eux, tout homme instruit peut diriger les croyants. Ils rejettent donc le principe d'hérédité qui divise les deux autres courants de l'islam. Au sud de Mascate, la côte est plus montagneuse, offrant de magnifiques criques, dont les plus belles sont déjà occupées par des complexes hôteliers luxueux. Enfin, au nord de la capitale, c'est quasiment une plage de sable de 200 km qui s'étire jusqu'aux Émirats arabes.